Aujourd'hui, on accueille Alexia Cornu. Alexia qui est coach sportive et qui accompagne énormément de femmes à se transformer physiquement, à aller mieux dans leur corps. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, avec Alexia, parce que vous l'avez déjà vu avec Aline, j'ai lancé un nouveau format tout à fait croustillant où on parle de ce qu'il y a derrière les personnalités publiques, ce qu'il y a derrière les entrepreneurs et entrepreneuses à succès dans leur vie, notamment sentimentale. Et j'avais très envie de parler de tout ça avec Alexia, parce qu'Alexia, on se connaît un petit peu maintenant dans la vie personnellement. Et on a fait quelques soirées assez funky, on peut le dire. Et on a beaucoup partagé, beaucoup rigolé, beaucoup chanté aussi à certaines de nos soirées. Et ce que j'aime beaucoup avec Alexia, c'est cette sensibilité en fait que tu dégages dans la manière dont tu racontes aussi ton histoire et notamment ton rapport aussi aux hommes, parce que c'est vrai que quand on voit les stéréotypes, on va dire, de l'inconscient collectif, on se dit que les coachs sportives, les femmes plutôt féminines et assumées aussi dans leur corps, n'ont pas de problème dans leurs relations amoureuses, n'ont pas de soucis avec les hommes. Et justement, j'avais envie de commencer avec cette question avec toi. Comment tu te sens, toi, dans ton rapport aux hommes ? Parce que tu as un sacré passif aussi dans tes relations amoureuses, tu as vécu beaucoup de choses. Tu as le droit de rire. Au début, on rigole beaucoup avec moi, puis après, ça se calme. Déjà, merci de m'avoir invitée. Avec merci plaisir. de me challenger dans, Yes. dans ce format un peu atypique. C'est vrai que j'interviens beaucoup pour parler de santé, de bien-être, mais pas forcément pour parler de mes relations amoureuses, puisque je n'estime pas forcément être la mieux placée pour pouvoir donner des conseils à ce niveau-là, même si le partage d'expérience peut toujours aider. Du coup, par rapport à ta question sur les relations, ce que j'estime, mon passé amoureux, je vois les relations amoureuses de façon extrêmement constructive. Et en tout cas, de mon expérience, mes relations amoureuses m'ont toutes élevée, m'ont toutes énormément appris et m'ont toutes transformée. En tout cas, les relations qu'on comptait pour moi, j'ai eu des relations, on va dire, moyennement longues. Quand même 4 relations qui ont duré plus de 2 ans. Okay. Et donc, entre 2 et 5 ans, du coup. Et ces 4 relations ont énormément compté, m'ont énormément apporté. Et je suis extrêmement reconnaissante de ces 4 hommes qui ont participé, en fait, à qui je suis aujourd'hui. Waouh, c'est joliment dit. Parce que c'est vrai que on voit souvent ce que les relations nous apportent et nous construisent. Mais on a du mal à s'imaginer qu'aujourd'hui, le célibat, parfois qu'on peut vivre de manière plus ou moins lourde, peut être constructeur et peut être riche de tout le passé qu'on a eu, parce que quand on s'endort seul le soir, c'est pas forcément toujours agréable. Justement, toi, comment est-ce que tu pourrais définir peut-être le chemin de ces 4 hommes du coup, qui ont compté pour toi ? Quand tu me dis justement ça t'a construit, est-ce que tu arriverais à définir ce que chaque personne a pu t'apporter et ce que ça a nourri comme niveau de conscience chez toi aujourd'hui ? Ouais. Je pense pour les 2 relations les plus longues, celles qui ont duré 4 et 5 ans, les 2 m'ont apporté... Il y a beaucoup de similitudes entre eux. C'est mes 2 dernières longues relations. Et il y a énormément de similitudes dans les 2 relations. Les 2 m'ont apporté beaucoup de stabilité, beaucoup de confiance en moi. Même si on peut forcément dire que j'en ai pas besoin, mais en fait, si, on en a toutes besoin. Et en fait, ils sont allés me chercher. C'était vraiment mes opposés en termes de tempérament, en termes de fonctionnement. Et ils m'ont, justement, en fait, je me suis énormément inspirée de leur fonctionnement pour venir combler des choses chez moi où j'avais des lacunes. Tu vois, je pense typiquement au fait que je suis quelqu'un d'extrêmement explosif, extrêmement impulsif et qui prend des décisions très, très vite et je réfléchis après. Et je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et en fait, ces 2 hommes étaient beaucoup plus lents à prendre des décisions, beaucoup plus réfléchis aussi quelque part. Mais en tout cas, mettaient 1000 ans à chaque fois à prendre des décisions. Et au lieu d'être dans la frustration, de me dire « mais pourquoi ça avance pas ?» En fait, j'essayais de voir quel était leur mécanisme pour m'en inspirer et dire qu'il y a forcément du bon aussi à pas être dans un extrême ou dans un autre, mais de voir comment est-ce que je pouvais me tempérer par rapport à ça. Ok. C'est vrai que je trouve qu'on ne voit pas assez justement cette complétude qu'on peut avoir entre les gens. Et je trouve justement, quand je vois à l'époque ce que je recherchais chez un homme, tu sais, j'avais une liste
de critères bien définis. Et je trouve que justement, au final, c'est jamais vraiment vers ces critères qu'on va. Je sais pas, toi, comment tu vis ça aujourd'hui, mais... Non, en fait, les 2 dernières longues relations que j'ai eues, je pense que c'est... Voilà, les autres, j'étais jeune, bon, j'avais eu des longues relations ados, du coup, ce qui était aussi très constructif, un peu destructeur des fois, mais très constructif aussi. Mais c'est vrai que les 2 dernières, je me sens plus adulte, et en tout cas, j'étais dans une vie professionnelle, donc c'est pas la même dynamique. On a aussi vécu ensemble, voilà, on avait un foyer, donc c'est vrai que c'est plus ces relations-là qui m'inspirent aujourd'hui. On va dire que par rapport justement à cette complétion et ce fait d'être de se compléter, j'avais pas de to-do list ou quoi que ce soit. Les 2, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils sont arrivés à un moment de ma vie où ils me sont un peu tombés dessus. Le premier, c'était une connaissance en fait qui enfin voilà, c'est le frère d'une amie. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je me rappelle encore du jour où j'ai vu qu'il me regardait pas comme la copine de sa sœur. Ouais. Et c'est très drôle, il y a vraiment eu un switch un jour et je me rappelle très très bien de ce moment où j'ai vu dans son regard qu'il y a un truc à échanger. Et du coup, voilà, après, c'était 4 années, une relation très très jolie. Et le deuxième, c'était après mon burn-out en 2016 aux États-Unis, où au final, j'avais commencé à remonter la pente. J'étais vraiment dans une phase où je me reconstruisais, et il a énormément aidé à justement à terminer de me reconstruire par rapport à cet événement-là. Tu penses que justement, quel a été pour toi est-ce qu'il y a eu un moment plutôt où justement cette relation que tu as eue avec ces personnes a changé? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose chez toi qui a été peut-être plus vulnérable à un moment, ce qui a permis à l'autre de te voir différemment? Ou est-ce que tu penses que tu restais quand même... Je pense que je restais quand même très dans mon... Dans ton yang. Dans mon yang. Je restais vraiment dans mon énergie masculine avec ces 2 personnes-là. Et ce que j'aimais le plus chez eux, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas dans de la compétition avec moi. Ils étaient vraiment... Alors, pas non plus à m'idéaliser, pas du tout. Mais en tout cas, ils me laissaient énormément de place pour exprimer ce côté très fort, ce côté entrepreneur. Et en fait, ils m'ont toujours soutenue là-dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Je pense pas que je me sois montrée... En fait, je suis juste comme je suis et j'ai pas... En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir changé ou quoi que ce soit ou de m'être rendue vulnérable pour justement pour que cette relation naisse. Les relations, ces 2-là, en tout cas, ont commencé de façon assez naturelle. C'est beau parce que c'est vrai que c'est rare aujourd'hui d'avoir justement ces relations où on arrive à s'assumer dans le soi, en fait, de manière authentique. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, justement, de s'incarner de manière un peu naturelle sans qu'il y ait un moment un peu game changer. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire avec ce yang aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, tu es célibataire, si ma mémoire est bonne, si j'ai eu tous les updates. mais c'est quand même le but aussi de parler de ces sujets-là. Ouais. C'est très difficile, je trouve, pour des femmes entrepreneurs comme nous, où on s'est tellement construit par le faire F-A-I-R-E, d'incarner aussi une forme de féminin, d'incarner une personne qui a peut-être aussi envie d'être rassurée, d'être protégée par un homme. Toi, tu deals comment avec ça aujourd'hui, dans tes relations ou dans tes non-relations, peut-être des relations que tu aurais voulu avoir ou que tu aimerais avoir et que tu n'as pas. Ouais. Comment tu arrives à... Ouais, je vois. Écoute, par rapport au dernier date que j'ai eu, au final, je suis passée par plein de phases différentes. Je suis vraiment passée en phase faut que je sois plus vulnérable, donc... ou alors... au final, j'assume à fond qui je suis et genre j'y vais en mode ok, genre vas-y, je te balance mon CV dans la gueule. Et, je suis vraiment passée par plein de phases comme ça et au final, là aujourd'hui, je suis pas en recherche. Ouais. Donc ça change pas mal parce que je pense que quand on est en recherche, on se dénaturalise vachement sans s'en rendre compte. C'est inconscient, mais on veut tellement quelque chose que du coup, on va dans le flow pour l'avoir. Là, c'est vrai que je suis pas en recherche et donc du coup, j'essaye d'être la plus naturelle possible en me disant de toute façon,
faudra qu'il deal avec moi dans mes hauts et dans mes bas, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, les moments où j'ai des victoires aujourd'hui, j'ai pas envie de les cacher. Tu vois, quand j'ai quelque chose professionnellement qui se passe super bien, je veux pouvoir dire, tu vois, à une personne que je date, c'est trop bien, je suis trop contente aujourd'hui, il y a eu ça, et genre, ça me fait tellement plaisir. Et sans me dire, voilà, il va se sentir inférieur ou quoi que ce soit. Juste, en fait, juste je partage ma joie. Et à la même chose, tu vois, quand j'ai des moments difficiles, de pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, ça va pas. Là, ça fait 3 jours que je dors pas. Genre, je me pose plein de questions. Au niveau boulot, il y a ça qui me tracasse. Et en fait, j'ai aussi envie de dire, en fait, je veux que la personne me voit tout de suite comme je suis. Et parce que je me dis, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce jeu de séduction parce que ça va me coûter. Et puis que c'est pas un jeu dans lequel je prends du plaisir. Il y a peut-être quelques années où j'aurais trop aimé justement être dans ce jeu de bien m'attraper, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai juste envie d'être dans le vrai, dans le juste de ce que je suis le jour même. Et en fait, aussi tout le travail que je fais sur moi en parallèle, où je me connais de mieux en mieux et j'assume de plus en plus ces variations d'humeur et d'énergie de jours où ça va très très bien et de jours où c'est un peu plus compliqué. Et du coup, j'ai envie que la personne me voit comme ça, en fait, et tout de suite. C'est tellement juste ce que tu partages parce que c'est quelque chose que je trouve est très difficile en fait à faire parce que ça demande à dealer avec le réel aussi. Tu vois, moi, allez, je vais vous raconter une petite anecdote croustillante de ma vie. Il y a quelques temps, j'ai daté un mec et par message, ça matchait. Mais quand je te dis ça matchait dans les étoiles, ça matchait dans les étoiles. Vraiment, on se discutait, il me séduisait, je me sentais séduite, je jouais aussi. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui s'est fait très, très vite. C'était il y a un petit moment, mais voilà, ça s'est fait vraiment très, très vite. Et j'ai adoré cette ambiance où j'avais vraiment l'impression d'être une femme super puissante, super machin, tu vois, t'adores. Enfin, moi, j'adore. Et en fait, il m'a dit à un moment un truc que j'ai adoré. Il m'a dit, j'ai pas envie d'attendre samedi pour te voir, je veux te voir maintenant. On était le mercredi, tu vois, et du coup, on s'est vu le soir même alors que j'avais un webinaire, enfin, je sais plus, j'avais un truc. On s'est vu après. Et là, le mec, on se voit et il se passe rien. Et il se passe que dalle. Et en fait, moi, j'étais complètement bloquée. Lui, il a essayé un peu de casser, tu vois, d'être le plus sympa possible, mais ça marchait pas. Vraiment, on a senti cette espèce de blocage, ce poids. Il m'a emmenée dans un endroit que j'ai eu le sentiment qui n'était pas naturel pour lui. Enfin, il m'a emmenée dans un palace parisien assez chic et très guindé aussi. Donc, c'est un endroit où je me sentais pas forcément à l'aise non plus. Et en fait, je suis rentrée chez moi, j'ai limite fui, tu vois, le rendez-vous. Et en fait, je suis rentrée, j'ai respiré, tu sais, comme si j'avais été en apnée pendant 2 heures. Ouais. Je sais pas si tu vois ça. Et en fait, je me dis, comment est-ce que j'ai pu autant surinvestir ce début de discussion? Et là, en fait, juste, ça matchait pas, quoi. Ouais. Et je pense que c'est cette question, justement, où on se raconte quand même vachement d'histoires quand on est dans la séduction. C'est tellement dur, je trouve, de pas se raconter une histoire, en fait. Et moi, je sais que c'est là où je pêche le plus. Et c'est ça aussi qui a fait que ma dernière histoire s'est terminée, parce que je pense que dans notre relation, il y avait énormément d'admiration, d'affection. On avait une relation qui était vraiment saine. On s'aimait beaucoup. Mais en fait, je pense qu'il y a 50% de la relation, elle était dans ma tête. Ouais. Et 50%, c'était le réel. Et c'est vrai que j'étais fiancée, en fait. Et j'ai annulé mon mariage 1 mois avant. Et je pense que quand j'ai senti qu'il y avait des points de blocage et que ça allait pas le faire, c'est super dur de faire le deuil de la partie fantasme. Parce qu'au final, la partie qui était réelle, j'ai énormément de gratitude parce que c'était une belle relation, c'était une belle personne et je suis trop heureuse de l'avoir vécue. Mais c'est vrai que le plus dur, en fait, c'est de faire le deuil de tout ce que tu t'es raconté, en fait. De tout ce que tu t'es projeté, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui n'a jamais été et qui ne le sera pas, en fait, avec cette personne. Et de se ramener, en fait, dans le réel, de prendre une décision aussi radicale, de se dire, on annule tout, on se sépare et voilà. Même c'était la meilleure chose à faire et je pense qu'on était tous les deux extrêmement soulagés de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et pareil, ce que tu as vécu, alors j'ai vécu des choses extrêmement similaires sur le fait de rencontrer quelqu'un et de se dire
waouh, le profil est encore mieux que ce que j'espérais, et on part dans un fantasme à se dire mais ça va être super, je pense que on peut pas se blâmer de fantasmer, de s'inventer un truc. Enfin, tu vois, je pense que voilà. Après, il faut juste être suffisamment honnête avec soi-même pour se dire ce n'est pas la réalité. Mais je trouve ça super cool aussi. Enfin, tu vois, mais j'aime bien ce moment où je m'imagine et je me dis, tiens, genre, cette personne, elle est... Et puis bon, c'est vrai que des fois, on se plante complètement, et c'est là où il faut arriver à être dans le juste. C'est quand on a la personne, de pas la mettre sur un piédestal et se dire, non, mais en fait, c'est une personne, voilà, comme toi et moi, et avec des qualités et des défauts, et d'arrêter d'idéaliser un homme qui va tout de suite nous faire rêver ou quoi que ce soit, en fait. C'est ça, c'est retourner dans le réel. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. J'essaie vraiment de travailler ça dans les réels, dans les épisodes que je partage, parce que je trouve que, en fait, on s'éloigne tellement du réel, on veut tellement fuir la réalité, on veut tellement parfois se fuir soi, qu'en fait, on se retrouve à l'intérieur de soi, et on préfère être à l'intérieur, être en sécurité dans l'histoire qu'on se raconte, que d'aller voir ce qui se passe en réalité. Moi, je l'ai eu avec ma dernière relation, qui a été principalement une relation à distance, avec un type qui, sur le papier, avait tout, et qui a essayé de me donner le plus possible. Mais en fait, à un moment, je me disais, mais purée, mais s'il était là, ça serait comme ça. Et en fait, il m'a dit... Et en fait, j'ai eu cette voix qui m'a dit, mais en fait, il n'est pas là. Ouais. Tu vois, il n'est pas là. Tu peux pas fantasmer. Enfin, tu fais que fantasmer sur la présence de quelqu'un, et pas sur la personne qu'il est réellement, tu vois. Et je pense que c'est ça tout le partage que j'essaie d'amener aujourd'hui, c'est retourner dans le réel et retourner dans les faits. Et ça ne veut pas dire que la personne, elle doit déplacer la terre pour toi. C'est avoir une personne qui est là pour toi, tu vois. Donc oui, je pense qu'au final, c'est cette idée de sortir des films, sortir des histoires qu'on se raconte qui est difficile. Comment toi, aujourd'hui, tu as réussi à mettre ça en place, à sortir de ces films que tu te racontes, de ces histoires? J'ai pas la solution. Enfin, genre, tu vois, j'ai aucun conseil à donner là-dessus. Justement, c'est pas du conseil, c'est vraiment du partage, quoi. C'est le but de ce format. Comment je suis sortie de mon fantasme de relation? J'ai fui. Enfin, voilà, j'ai fui. J'ai mis un terme à une relation et j'ai changé de continent. Donc c'est pas mal quand même. Je pense que voilà, en termes de fuite, on est pas mal. Aujourd'hui, j'essaye de prêter attention à ça, à pas me raconter trop de choses, mais je le fais quand même instinctivement. Je vais rencontrer quelqu'un et je vais tout de suite me projeter, parce que en fait, je suis une visionnaire dans mon business et dans ma vie, c'est instinctif. Enfin, je veux dire, je suis dans ce truc de projection permanente. En fait, mon cerveau est câblé comme ça. Donc forcément, je vais rencontrer quelqu'un, je vais voir tout de suite tout son potentiel. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais énormément dans mon travail, et je suis un peu naïve sur le fait que je vais voir tout de suite le potentiel de la personne. Je suis une coach aussi, donc je vais avoir envie de sauver la personne, ce qui était aussi un peu le cas dans des relations plus courtes et plus chaotiques, où je me mettais vraiment dans cette position de sauveur, de me dire, mais je vois que cette personne est incroyable, je vois le potentiel, je vois la douleur, je veux la réparer, mais c'est absolument pas mon job de réparer un date ou un mec avec qui je veux construire quelque chose. Donc, j'essaie juste déjà de m'observer, de mettre de la conscience dessus, d'essayer de conscientiser un petit peu plus le truc, et de me poser régulièrement la question le plus franchement possible de qu'est-ce que je suis en train encore de me raconter comme histoire. Et ce qui n'empêche pas que je vois quand même toute la beauté de la personne, quoi qu'il arrive, et que j'ai beaucoup de mal à voir ses défauts, mais j'essaie de pas trop la mettre sur un piédestal, chose que je peux faire assez facilement. Qu'est-ce qui, toi, vient justement te pousser à mettre quelqu'un sur un piédestal? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, justement, ce piédestal, pour toi? C'est quoi que tu viens admirer chez quelqu'un? Les critères qui vont faire que... Pas forcément les critères, mais plutôt ce que ça te... À quel moment est-ce que tu sens, toi, de l'admiration? Est-ce qu'il y a un truc en spécifique qui te fait te dire que cette personne a quelque chose que toi, potentiellement, tu n'as pas de la même manière, en fait? Ouais. C'est un peu dur, cette question de l'admiration et tout ça, parce que c'est pas quelque chose que je vais forcément, tu vois, genre rechercher ou quoi, mais c'est plus dans les discussions ou quand la personne va commencer à se livrer, où je vais voir les failles,
et on s'attache aux failles. C'est ça. Je vais voir aussi le potentiel. Et c'est vrai que moi, j'aime bien dater des entrepreneurs parce que je suis un peu encore dans ce truc de me dire, ils vont plus facilement comprendre le rythme de vie que j'ai et l'importance qu'a le travail dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose avec laquelle j'ai envie de dealer dans le mode changé. Ce qui n'empêche qu'un jour, je le ferai peut-être naturellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Et donc, je me dis qu'il y a plus de chances qu'une personne qui est dans l'entrepreneuriat ou en tout cas qui comprend un petit peu ça, avec qui ça matchera plus. Et donc dans les entrepreneurs, du coup, avec qui je vais avoir tendance à dater, c'est vrai que si je me rends compte que quand je parle vite et de choses un peu poussées, ils captent très vite et qu'en plus, ils vont me donner des conseils, c'est mort. Ouais, c'est forcément, j'idéalise la personne et je me dis... ça va être trop bien parce que je vais pouvoir parler sans me brider de mon business, sans avoir peur d'être jugée ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en avant. Et à l'inverse aussi, parce que j'essaye aussi de me laisser vivre et de pas me mettre dans une case. J'essaye aussi de me dire, allons dater des mecs qui ne sont pas entrepreneurs et peut-être que ça peut aussi être intéressant. Donc, de me laisser aussi cet espace pour me laisser surprendre et de me dire... voilà, finalement, il y a pas une to-do list, en fait. Et donc... Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Moi, tu vois, justement, j'en suis revenue, en fait, de cette idée de l'entrepreneur que je voulais. Moi, je pense vraiment que je suis tombée sur l'entrepreneur sur le papier parfait. Il cochait tous les critères, tu vois, enfin, je veux dire, sur l'idée, ça allait. Et en fait, ce qui a fait que, au final, je me suis aussi rendu compte que en fait, oui, j'étais géniale dans ma tête, c'était une dinguerie, mais en fait, il n'y avait pas de faille et je pense qu'on s'attire. Enfin, je pense que justement, ce qui nous rend attirant, ce qui nous rend aimable et ce qui fait qu'on aime quelqu'un, ce sont ses failles, justement. C'est pas ses réussites. Je pense que les réussites, on les admire. Les réussites, on en est fier. Ça booste l'ego, mais ça vient pas créer de l'amour. Je pense que l'amour, au contraire, on va le trouver dans notre sensibilité, dans nos failles. Et c'est là où j'ai eu le sentiment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en guerre avec ça, tu vois. De mecs entrepreneurs ou de femmes, mais pour le coup, on va plus parler des mecs dans notre cas, mais où justement, il y a ce côté très processisation de la relation, processisation de l'amour. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, je pense que le critère, au final, le seul et unique critère, c'est d'être touché par quelqu'un, en fait, à la base. Et je pense que justement, ce qui se passe avec beaucoup d'hommes et de femmes entrepreneurs, c'est qu'on ne se touche plus. On se pousse vers le haut, on collabore sur le projet du couple, mais on ne se touche plus. Tu vois, il y a moins de sensibilité et c'est ça, en fait, que je trouve dommage. Ouais. Et d'aller chercher ce dont on a besoin, où on peut aller le chercher. Tu vois, aujourd'hui, grâce au mastermind dans lequel je suis et où on s'est rencontrés, en fait, j'ai ma dose d'entrepreneur. En fait, j'ai mes amis, j'ai mon socle, en fait, j'ai ma base. Donc... au final, de me dire de pas mettre sur les épaules d'un mec tout ce dont j'ai besoin dans mon équilibre de vie, et en fait d'aller le chercher ailleurs, d'aller le chercher dans des réseaux d'entrepreneurs, d'aller le chercher dans les amitiés que j'ai, et en fait de construire autour de moi tout cet équilibre qui fait qu'aujourd'hui je me sens bien, et de me dire qu'en fait le mec, le jour où il se pointera, ce sera cherry on the cake, quoi. Et qu'au final je lui mettrai pas de mon bonheur ou de pression de mon équilibre entre les mains. Et qu'en fait, il sera juste là pour apporter quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais les paillettes, quoi. Et juste les paillettes, les moulures au plafond. Exactement. Écoute, c'est très beau. J'aurais adoré continuer cette conversation pendant des heures et des heures parce que j'avais plein de choses à dire aussi. On pourra faire une partie 2, n'est-ce pas, les amis? Mais en tout cas... je trouve que déjà, on a partagé beaucoup et je pense que le principal enseignement, c'est justement de dealer entre cette partie réelle, cette partie imaginaire, d'accepter en fait aussi peut-être que l'imaginaire est là et justement, comment est-ce qu'on deal avec lui en comprenant que c'est de l'imaginaire surtout et que c'est peut-être pas encore la réalité. En tout cas, merci beaucoup, Alexia, d'avoir été avec nous et d'avoir osé te challenger aussi pour la coach sportive que tu es, si successful, de parler d'émotions et de pas être sur le corps, mais dans le corps, justement, aussi dans ce que tu nous partages.
Et écoutez, n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, dans le chat, je me sens en webinaire, dans les commentaires. On va y arriver, dans les commentaires, à noter le podcast aussi. Et ça me ferait vraiment plaisir d'aller plus loin sur ces thématiques parce que justement, moi, tu vois, tu me parles des paillettes. Moi, je trouve ça génial et en même temps, j'ai envie de me dire, mais en fait, je ne veux pas que ça et en même temps, on n'a pas le temps. Donc, je vais m'arrêter là, mais on en reprendra. On reparlera de tout avec ça. Plaisir. En tout cas, vraiment, merci à toi d'avoir osé. On peut te retrouver sur ton Instagram pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Ton Instagram, c'est Alexia Cornu. On le mettra évidemment en lien autour de cette vidéo dans la description. Et n'hésitez pas aussi à lui envoyer un petit message et à m'envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Et si vous voulez d'autres épisodes autour des personnalités publiques et de leurs relations amoureuses qui ne sont pas si parfaites au sens stéréotypé du terme que ça. Merci Alexia, Brenda. pour tout. Gros bisous. Merci. Bye.